cette visioconférence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pêche en ligne intitulée Vers une banalisation de la trajectoire de qualité des cours d'eau et une uniformisation des espèces piscicoles. Donc moi, je suis Evelyne Montagnon, je suis chargée de mission à l'ARA et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour cette matinée d'échange et de retour d'expérience. Et du coup, en compagnie de Sébastien Versen-Janaudet, qui est directeur de la Maison de l'eau et de la pêche de Corrèze. Bonjour Sébastien. Et puis aujourd'hui, j'ai également mes collègues Laura et Julie qui m'accompagnent et qui sont là plus sur les questions techniques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si mon ordi veut bien passer à la prochaine, voilà. Quelques petites règles pour que cette visio se déroule au mieux. Donc, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demanderai de bien vouloir vous renommer, s'il vous plaît. Je vais couper le son, Sébastien. Voilà, de vous renommer. Donc, vous allez dans l'onglet participants, et puis vous pouvez noter votre prénom, votre nom et votre structure. Ça nous aidera notamment pour vous donner la parole. Ensuite, l'objectif toujours des événements de la race, c'est justement que vous ayez la parole, que vous ayez un espace d'échange. Donc, n'hésitez pas tout le long de l'intervention à poser vos questions dans l'onglet de chat par écrit. Et puis, à la fin de l'intervention, on se prendra une quinzaine de minutes pour échanger en direct avec Sébastien. Donc, vous pourrez prendre la parole et soit poser vos questions en direct, soit je m'en ferai le relais. Voilà. Et il est temps de laisser la parole à Sébastien. Donc, Sébastien, j'arrête mon partage et je te laisse la main. Merci, bonjour à tout le monde, du coup. Et puis, c'est parti, on va commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais partager l'écran. Clac. Et à partir de là, je vois plus rien. Est-ce que c'est bon? C'est ça, tout à fait, ça marche, c'est bon. Parfait. Et voilà, du coup, on va rentrer tout de suite dans le flow de la banalisation. Je prends juste quelques petites secondes juste pour parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai déjà croisées au gré des pérégrinations diverses dans le boulot, mais parfois c'est toujours bien de se représenter un tout petit peu, pas parce que c'est le sujet, mais pour expliquer d'où on parle, hein, comme disait l'ergonome. J'ai fait un master en qualité de traitement des eaux à Besançon en 2001, donc ça date un petit peu. Et donc, du coup, je suis directeur d'AMET depuis 2003, avec dans une vie parallèle, du coup, un autre master en gestion des ressources humaines que j'ai fait à Clermont en 2019. Et puis, l'asso que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, c'est la Maison de l'eau et de la pêche de la Corrèze, qui a pour but, en fait, de produire et de partager de la connaissance. Voilà, donc ça nous amène à faire du travail d'expertise, beaucoup d'animation avec les jeunes et puis du travail de formation. Je crois que c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré plusieurs des participants. Voilà, donc je passe rapidement sur ça, mais voilà, l'idée c'était de dire voilà, d'où on essaie d'éclairer un peu le sujet. Et pour parler du sujet, au début en fait de ce qui nous a amené à ça, il y avait l'idée d'apporter une réponse en fait à certaines interrogations, hein, de se dire voilà, c'était mieux avant, parce que cette phrase-là, je l'ai entendue des milliers de fois, hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus de poissons dans les rivières. Et puis quand on regarde, voilà, Louis de Boisset qui nous dit « Il est courant d'entendre dire de nos jours que la pêche à la mouche est morte parce que la raréfaction des truites de nos eaux est devenue telle que nos rivières riches autrefois sont dépeuplées. » Alors on se dit, tiens, il a dû écrire ça la semaine dernière. Non, en fait, Louis de Boisset, il a déjà écrit ça en 1962. Alors du coup, quand on a commencé ces premiers travaux qui nous ont amenés à la banalisation des cours d'eau, on s'est aperçu que très rapidement dans l'histoire, en fait, on retrouvait ce discours-là, cette propagation en fait de croyances, en se disant que on espérait à un moment remonter dans le passé et se dire qu'on retrouverait des informations sur des rivières de qualité. Et en fait, non, à chaque fois qu'on remonte, en fait, on retrouve cette même, j'allais dire litanie, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ces mêmes observations, hein. Voilà, là, on a Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau. Les ruisseaux et les fleuves étaient jadis bien autrement riches en poissons qu'ils ne sont de nos jours. Mais l'homme que les progrès de la civilisation ont rendu ingénieux a trouvé moyen de détruire ces races prolifiques. Dans son imprévoyance avide, il a même exterminé en entier nombre d'espèces qui vivaient jadis dans les ruisseaux. Donc là, Élisée Reclus, hein, c'était 1882. Donc on s'aperçoit que même quand on remonte dans le temps, en fait, on retrouve toujours la même information, c'est il y a de moins en moins de poissons dans les rivières.
Et donc, à un moment donné, avec le collègue Stéphane de la Fédé, en particulier, avec qui on était présent autrefois sur les aspects historiques, donc il y avait peut-être quelques-uns qui étaient présents déjà, on s'est dit, bah, il faut essayer d'objectiver tout ça. Parce que dès qu'on cherche un petit peu dans le passé, si on remonte encore, vous voyez Émile Blanchard qui nous dit, c'était en 1866, hein, à compter du XIIIe siècle, on avait constaté l'appauvrissement des populations de nos eaux douces. Car à partir de cette époque, les ordonnances des rois de France relatives à la pêche et à la vente du poisson se succèdent à court d'intervalle. Beaucoup sont motivés sur la diminution et le renchérissement progressif du poisson. Donc on voit qu'en gros, depuis le XIIIe siècle, il y a cette information finalement qui se propage, comme quoi il y a moins de poissons dans les rivières. Donc c'est ça qui nous a amené en fait à nous dire bah, il faut essayer d'objectiver l'information. Et puis il y avait aussi l'idée d'éclairer l'écart entre ce qu'on voit sur le terrain, les inventaires, et puis l'état des masses d'eau. Quand on voit l'état des masses d'eau en France, 43% qui sont en bon état, parfois on se pose la question, on se dit mais est-ce qu'on voit les mêmes rivières en fait? Voilà, en sachant que si on regarde de près, on s'aperçoit aussi qu'il y a une partie de la communication sur l'état des masses d'eau en France prend en compte la Guyane où on a 90% de masses d'eau en très bon état, donc ça fait gonfler un petit peu le pourcentage réel. Et c'est ça qui nous a amené à travailler sur l'Atlas des poissons du Limousin. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, tout est disponible en ligne. J'ai mis l'adresse du site. Et c'est un travail qu'on a mené avec les 3 fédés du Limousin, donc 19, 23, 87, Corrèze, Creusot de Vienne et l'OFB. Et donc l'idée, ça a été d'aboutir à des cartes de répartition historiques et actuelles. Donc chaque fois qu'on pouvait avoir des informations un peu anciennes, essayer d'objectiver ces informations, ben, on a essayé de le faire. Donc on n'a pas pu reconstituer des cartes historiques pour toutes les espèces, parce qu'il y en a où les informations étaient, les données disponibles étaient trop lacunaires, mais pour un certain nombre d'entre elles, on l'a fait. Et ça nous a amené à un certain nombre de pistes, avec toujours l'idée, comme disait Poincaré, hein, que la pensée ne doit jamais se soumettre à un dogme, ni à un parti, ni à une pension, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est au fait eux-mêmes. Parce que pour elle se soumettre, ce serait cesser d'exister. Et donc l'idée, c'est d'objectiver au maximum l'information pour avoir des éléments factuels, finalement, à opposer parfois à certaines croyances. Donc, ces cartes de répartition, elles nous amenaient à observer les conséquences, hein, à observer la vie aquatique, les répartitions des espèces. Et qu'est-ce qu'on a vu en matière de conséquences? C'est que très souvent, en fait, il y a des choses qui commencent par la réduction des abondances. Ça a été montré. Je reviens pas forcément sur les aspects des concepts scientifiques, mais là, si on prend un exemple sur le thorium, par exemple, on a 3 stations sur le bassin. Et ben en fait, on voit que sur ces 3 stations, l'abondance numérique de truites, elle diminue de manière très importante entre la station la plus amont et la station la plus aval. Elle passe d'une abondance très forte à une abondance très faible finalement, et un écart qui se creuse avec l'abondance de référence, telle qu'on l'a définie avec les travaux de la biotypologie. Et ces diminutions d'abondance, finalement, parfois elles masquent la, la disparition de certaines espèces, puisque tout commence par se réduire au niveau des structures, par avoir des reproductions qui sont de moins en moins effectives. Et finalement, c'est ce que nous dit Stepanov, on s'apprête à entrer dans un âge de solitude et à habiter un monde qui se vide. Quoi. Finalement, c'est un peu ça. Et ce qu'on voit au travers de ces réductions d'abondance, c'est par exemple, là, je prends l'exemple de Laurence à Grossefrais, hein, c'est en Haute-Vienne, c'est pas très loin de Limoges. Ben, on voit qu'en gros, sur 60 mètres, on a 0 chabot, et puis sur 15 mètres, ben, on a 25 chabots. Donc on a une population qui est à l'intérieur d'un même cours d'eau, à l'intérieur même d'une même station d'études, finalement relativement cloisonnée dans les zones de courant. C'est peut-être les seuls endroits où il reste un peu d'oxygène. Et donc ça veut dire que l'isolement de la population fait qu'elle est d'autant plus fragilisée pour cette raison-là. Ça veut dire aussi que le choix des sites a une influence très forte, la façon dont on définit nos stations sur les résultats qu'on obtient, mais incidemment, ça veut dire aussi que là, si on regarde la présence, l'espèce, elle est toujours présente, alors que là, elle est quand même largement fragilisée. Donc, les espèces les plus sensibles, hein, ce qu'on voit, c'est qu'elles diminuent en fréquence, en abondance, en répartition. Donc, c'est, pour paraphraser Rachel Carson, une forme d'agonie silencieuse, finalement, qu'on observe au niveau des espèces. Et puis parfois, ce phénomène va tellement loin qu'on arrive à la disparition de certaines espèces. Donc, si on reprend le cas du chabot, hein, voilà, je pense que là, probablement tout le monde sait ce que c'est qu'un chabot. Si on regarde la répartition historique en Limousin, on voit qu'il y a une zone blanche dans laquelle il n'y avait pas de chabot, probablement parce qu'à chaque fois, on a des cascades naturelles infranchissables au-dessus desquelles il n'a jamais colonisé. Et on voit que la carte de répartition actuelle montre, partout où il y a des flèches rouges, que l'espèce a disparu de certaines parties de sous-bassin. Donc il y a des endroits où elle est toujours absente, ça c'est normal, et puis d'autres endroits où finalement c'est l'aménagement du territoire
qui a conduit à sa disparition. Et on retrouve la même chose sur la truite, on retrouve la même chose sur la lamproie planaire. J'ai pas mis tous les exemples parce qu'on a un temps qui est limité, mais voilà, le principe qu'on retrouve, c'est celui-ci. Les espèces sensibles, finalement, elles s'affaissent et parfois elles disparaissent. Si on regarde les espèces à l'inverse qui sont plutôt thermophiles, on va dire, plutôt relativement tolérantes vis-à-vis des conditions du milieu, on a pris le cas ici du chevesne, hein, qui est bien documenté pour la Creuse, hein, grâce aux travaux de Yann Clavé et Laurent Touchard. Parfois, cette espèce, elle devient sur des tout petits cours d'eau l'espèce qui est ultra dominante, alors que c'est pas forcément comme ça qu'elle devrait, entre guillemets, être. Et là, c'est pareil, si on regarde sa répartition historique, on voit que partout où c'est violet, c'est qu'elle était présente, et partout où là, c'est bleu maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que parfois le bleu est un peu clair, mais en tout cas, partout où elle est bleue, c'est partout où elle a progressé en fait en matière d'abondance et en matière de répartition. Donc ça, c'est quand même un signe, hein. Si on regarde plus précisément la Creuse, la publication de Clavé et Touchard montrait bien qu'il y avait une espèce de seuil, hein, sur le plateau de Millevaches. Ici, on est un peu plus en altitude, on a des cours d'eau qui sont beaucoup plus froids, où l'espèce n'avait pas colonisé. En fait, elle colonisait plutôt les parties un peu plus basses en altitude. Et puis, depuis la publi de 2009, on voit que l'espèce, elle a grimpé partout, sur le Haut-Orient, la Haute-Maule, la Haute-Creuse, la Haute-Tarbes, le Haut-Cher. Tous ces cours d'eau-là, en fait, finalement, ont été progressivement colonisés par l'espèce. L'espèce est souvent mal vue, mais en fait, elle est que le témoin d'une évolution des milieux, hein, finalement. Et ce qu'on voit, c'est de manière un peu générale, on a exactement la même chose avec le bougeon, finalement, qui est une espèce qui a un spectre écologique relativement large. C'est que les espèces qui ont un spectre écologique très large, elles progressent en fréquence, en abondance et en répartition. Et donc, c'est bien ce double mouvement finalement qui traduit l'évolution des milieux. Donc ça nous amène sur des plus petites échelles, hein. Quand on regarde l'échelle de la station, on observe aussi ce remplacement d'espèces de têtes de bassin par des espèces entre guillemets cyprinicoles. Donc du coup, on le voit par exemple ici sur la lérène Janaya, c'est en Creuse, hein, le chabot, la truite qui devrait être bien présents, finalement sont présents de manière totalement marginale, alors que le goujon, pardon, qui devrait être présent dans une abondance faible si on suit la biotypologie, lui est très très présent. Finalement, on a de l'apparition du spirlin qui est plus abondant que prévu, on a de la blette qui sont présentes, donc on a des espèces qui sont eurythermes et euryès, c'est-à-dire qu'elles ont un spectre écologique relativement large, alors que la quasi-totalité des espèces sténothermes et sténoès, donc avec un spectre écologique relativement restreint, sont en régression. Donc c'est ce qu'on appelle le glissement typologique, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on se retrouvait avec des cours d'eau de deuxième catégorie en première catégorie, pour parler de manière plus simple. Et puis parfois, on a ça ici, c'est en Corrèze, hein, la Gana Vigeois 2021, ça c'est des données FED 19. On voit que là, on est au-delà du glissement typologique, là on est vraiment sur une fracture typologique, hein. C'est comme ça qu'on a essayé de l'appeler avec Stéphane Petitjean, c'est que là, il n'y a plus aucune des espèces qu'il devrait y avoir, et on a tout un cortège d'espèces qui ne devraient pas être présentes, mais qui le sont parce que, notamment, la température de l'eau s'est vraiment réchauffée. Donc là, chevesne, perche, gardon, perche soleil, rotangle, poisson-chat, on a tout un cortège d'espèces qui ont remplacé petit à petit les espèces initialement présentes. Donc on voit l'uniformisation de la faune, elle se fait de cette manière-là, la disparition progressive des espèces les plus polluo-sensibles et la progression des espèces ubiquistes. Donc ça correspond plus ou moins, on va dire, à une transformation des cours d'eau salmonicoles en cours d'eau cyprinicoles. Et c'est une tendance qui s'exprime à peu près partout dans le Limousin, de manière plus ou moins accentuée selon les secteurs. Donc voilà, les espèces envahissantes, hein, si on prend le cas de l'écrevisse de Californie, voilà, sa répartition historique, il n'y en avait pas. Les premières apparitions en Limousin datent des années 80 environ, et voilà, en l'espace de 40 ans, elle a colonisé la quasi-totalité, partout où il y a des points rouges, et là où elle est présente, elle a colonisé la quasi-totalité des cours d'eau. Si on prend le cas des grands migrateurs, c'est eux qui, en Limousin en tout cas, ont subi les plus fortes réductions d'abondance, hein, au point de disparaître de l'essentiel de la région. Si on prend le cas de l'anguille, l'anguille, on en retrouve quasiment partout dans les données historiques. Partout, elle est citée de manière très très abondante. Et on voit que là, sa répartition actuelle, voilà, elle a disparu de quasiment toute la région. On est sur une région, l'ex-Limousin, qui a été fortement aménagée, hein, en matière d'ouvrage hydroélectrique, donc bon, c'est pas forcément étonnant. On en reparlera un petit peu après de cet aspect-là, mais en tout cas, on retrouve la même chose avec la lamproie marine, avec le saumon aussi. C'est des tendances qui s'expriment et qui dépassent le cadre d'une seule espèce, quoi. Donc eux, ils ont déserté le Limousin, on a voilà, des très fortes réductions d'abondance.
Et donc, ce faisant, bah, ce qu'on voit, hein, c'est que même si parfois c'est pas évident de retrouver des informations fiables, bah, si on applique la méthodologie de la liste rouge au Limousin, eh ben, c'est pas étonnant de retrouver les espèces de, de grands migrateurs qui sont en danger critique d'extinction, voire éteints. Bon, la Lose a été un peu en limite de répartition déjà auparavant, donc c'est un point qu'il faut tempérer, mais par contre, on a quand même cette situation, deux espèces vulnérables, le brochet et l'ombre, et puis la truite commune qui est quasi menacée sur ce territoire. Donc, on voit que même en Limousin, un tiers des espèces qui sont menacées. Hein, c'est un élément qui n'est pas forcément connu. C'est à peu près un quart à l'échelle nationale. Donc du coup, on pourrait se dire qu'ici tout va bien, mais cette question de la banalisation, bah, finalement, elle se pose aussi à plus large échelle. En fait, dès qu'on a commencé à regarder un petit peu du doigt ça, ce qu'on voit, c'est quoi finalement? C'est que la banalité, c'est ce que dit Maxime Robert, hein, c'est ce qui est commun sans originalité. Donc la banalisation, c'est un processus dynamique qui tend vers la banalité, mais d'une certaine manière vers une forme d'uniformité. Vous voyez, j'ai trouvé ça au musée à Besançon cet été. Alors, les dames de la cour de Marie-Thérèse d'Autriche, ben, en fait, on ne saurait pas distinguer qui est qui finalement, tellement il y a une uniformité une volonté d'uniformité dans la façon de s'habiller. Donc cette uniformité, en fait, elle dépasse rapidement le cas des milieux aquatiques. Probablement, on est sur un phénomène assez généralisé. On a retrouvé ça aussi dans le rapport de l'IPBES de 2019. Les communautés biologiques se ressemblent de plus en plus, voilà, à l'intérieur des régions et entre les régions. Ça, c'est un élément qui est important, pardon. À notre connaissance, le premier qui a vraiment exprimé ça sur les cours d'eau, c'est Amélie Lièvre, en 2004, quand ils ont travaillé sur l'étude des diminutions de population de poissons dans les cours d'eau jurassiens. Et il notait déjà, si la tendance constatée se confirme et s'aggrave encore, les cours d'eau jurassiens deviendront des rivières cyprinicoles avec un potentiel morphologique salmonicole. Bah, finalement, dès qu'on sort de Franche-Comté et qu'on applique au Limousin, on voit qu'on retrouve exactement les mêmes tendances. Et puis on retrouve ça aussi, voilà, limiter la banalisation des milieux naturels en Franche-Comté. On retrouve ça dans le Cantal, hein, interférence dans les écosystèmes et banalisation de la biodiversité, banalisation de la flore en Île-de-France, le paysage se perd et se banalise. Donc on voit que cette notion d'uniformité, elle se retrouve partout. Et à ma connaissance, ceux qui ont le mieux décrit quelque chose de similaire à ce qu'on observe sur les poissons, c'est eux. Du coup, hein, c'est Stodéal, qui montre que bah, dans certaines parties de forêt en Europe, on retrouve une répartition avec les espèces entre guillemets les plus sténueuses qui tendent à disparaître au profit des espèces les plus finalement qui ont le plus large spectre écologique. Et sur la Creuse, on retrouve la même chose. Alors, on change de groupe taxonomique, hein, mais pour s'intéresser aux oiseaux, hein, le cas de la pie-grièche grise, qui marque, d'après l'auteur, hein, son extinction prochaine en Creuse, n'est qu'un exemple visible de la réduction générale de la biodiversité. La nature déterminera d'autres espèces moins spécialisées et plus opportunistes qui pourront occuper cette niche écologique vacante. Donc on voit que le phénomène, il est d'autant plus large. Alors c'est ce qui en fait, je pense, peut-être l'intérêt, mais ce qui fait aussi la difficulté à régler la question, c'est que du coup, on est sur un phénomène qui est très très large. Bon, on retrouve ça aussi hein, dans Yves Cochet, qui lui relie ça à la question de l'énergie. Le flot d'énergie de matériaux permettait de ne plus tenir compte des données bioclimatiques et géographiques. Les architectes et urbanistes ont été libres de créer sans tenir compte de leur environnement. Ironie du sort, cette liberté a donné le jour à une architecture globale et uniforme à Berlin, Rio, Paris, Athènes, Sydney, Boston. Donc là, c'est vrai que quand on regarde les différentes villes, ben, on s'aperçoit que finalement, elles ont une tendance à se ressembler. Et ça, c'est un élément qui est intéressant parce qu'il n'est pas le seul à dire ça. On va en reparler juste après. Mais on la retrouve partout, en fait, hein, cette question de l'uniformisation et de la banalisation. Hein. Voilà, les victoires de la musique il y a 2 ans ont été, j'allais dire, un petit peu vilipendées sur l'autel de l'uniformisation de la musique en France, parce que c'est de la musique à moindre effort. On voit que, par exemple, Marie-Monique Robin, pardon, qui a exprimé aussi la même chose, hein, il y a sur toutes les chaînes une uniformisation des contenus qui fait que j'ai de plus en plus de difficultés à faire des films. Bien que je sois plus connu qu'avant, bah, du coup, malgré son travail de longue haleine en matière de documentaire, c'est de plus en plus compliqué de trouver pour elle des financements parce que dès qu'on sort du cadre, c'est pas bien. Et puis vraiment partout, hein, la charte Durand, la mise en place des monopoles du savoir, qui dénonce le fait que bah, l'anglicisation de tout, finalement, produit un appauvrissement de toute activité intellectuelle et une distorsion hideuse de la signification du qualificatif international. Je passe rapidement sur ça, mais pour aller vers une dernière citation, celle de Charles de Gaulle dans Le fil de l'épée en 1932,
Oui, il nous dit: «Le machinisme et la division du travail font reculer tous les jours l'éclectisme et la fantaisie. L'instruction tend à s'unifier, les logements sont homothétiques. De Sydney à San Francisco», bah, là encore, hein, vous voyez, on retrouve les mêmes observations. En passant par Paris, on taille les habits, d'après le même patron. Il naît jusqu'au visage qui commence à se ressembler. Donc on voit cette question de l'uniformisation, en fait, elle travaille le monde depuis un moment et à peu près dans tous les domaines de la société. Donc, comme aurait dit la maman de Forrest, n'est banal que la banalité, hein. Et donc, du coup, si on veut dépasser l'évidence, bah, on voit qu'il y a des causes, hein, qu'il y a des causes techniques. Ici, une altération, là, une pollution, une dégradation, les asséchants de nos zones humides, etc. On va retrouver rapidement un certain nombre de causes techniques qu'on va pouvoir régler au coup par coup. Mais ça veut dire que si le phénomène il concerne différents taxons dans différents types de milieux, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres causes qui sont probablement des causes sociales institutionnelles. Et ça, c'est un peu un angle mort parce que ces éléments-là, on en parle peu et on les gratte peu. Et donc l'étape suivante, bah, c'est d'essayer de remonter jusqu'aux causes en fait, et puis de dépasser la notion de corrélation, hein. 100% des gens qui respirent meurent, c'est une corrélation. 100% des gens qui ne respirent plus, là c'est une causalité. Donc la causalité est toujours difficile à retrouver dès qu'on travaille sur le vivant, mais après on peut avoir des faisceaux d'hypothèses qui nous amènent à réfléchir à ça. Donc, on va revenir aux trajectoires. Je vais y revenir pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois. On avait présenté cette diapo déjà. L'idée, hein, dès qu'on va vouloir travailler sur la restauration des milieux ou le maintien ou la préservation des milieux, bah, ça va être de savoir d'où on part, quelle est notre situation actuelle. Donc ça impose un diagnostic, puis de savoir où aller. Finalement, quelle est notre référence et qu'est-ce qu'on vise comme référence. Et donc la gestion des milieux, finalement, c'est impulser des trajectoires qui partent de la situation actuelle pour aller vers la référence. Alors, toute la question est là, en fait. Cette référence, comment on la connaît, comment on la définit? Et ben ça, j'ai pas forcément la réponse à cette question, je vous le dis tout de suite. Je tease un peu la fin, mais très souvent, on va rechercher cette référence dans le passé, en fait. Donc, mais le passé, il est lacunaire. Pourquoi? Parce que bah, le premier état national de la qualité des cours d'eau, il date de 1971. Donc, autant dire que c'était quasiment hier, quoi. C'était pas il y a un siècle, hein. Donc, c'est quand même relativement récent. Les premiers réseaux de mesure se forment dans les années 80. Donc, du coup, on manque de données objectives pour connaître le passé. Et c'est pour ça que c'est quasiment impossible quand les gens disent bah oui, mais il y a 50 ans, il y avait plus de poissons. Bah oui, peut-être. Mais ça, on a souvent très peu, trop peu d'informations pour avoir des informations objectives. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, parfois avant, c'était pas forcément formidable, hein. Vous voyez, j'ai retrouvé ça dans les archives départementales de la Haute-Vienne. En 1954, hein, une usine de papeterie dont la dangerosité était soulignée lorsqu'une fuite accidentelle de chlore causa l'hospitalisation d'une trentaine d'employés, contaminant les sols cultivés aux alentours et l'évacuation de la population à proximité. Bon, pour qu'il y ait évacuation de la population, déjà, il faut que ce soit un phénomène grave, hein. Donc 1954, on voit qu'il y avait déjà des problèmes, hein. En 64, le sous-préfet de Rochechouart s'inquiète de la sous-oxygénation de la Vienne et la surmortalité de la faune en aval de l'usine, due à l'accroissement de la production de pâte à papier. Bon, depuis, cette entreprise est devenue très très vertueuse, puisque elle, elle vise à être un préservation environnementale. Il y a quelques décennies où on avait un certain nombre de difficultés. Donc, entre des décisions qui existaient et puis, alors qu'on est sur un territoire qui est quand même rural, hein. Bon, Limoges, voilà, on n'est pas sur l'agglomération lyonnaise. Donc, on voit qu'il y avait quand même un certain nombre de soucis qui font que c'est un peu difficile de retrouver dans le passé des références fiables. Voilà, dès qu'on s'éloigne un peu de quelques décennies. Et c'est d'autant plus difficile que ces références, elles sont glissantes. Ça, on en a un petit peu parlé quand on a travaillé sur l'aspect historique l'autre jour. C'est le concept qu'a défini Daniel Pauly, hein, le phénomène des références glissantes, qu'il a appelé ce Shifting Baseline Syndrome. Je suis désolé pour mon anglais, hein, si ça arrache les oreilles de quelqu'un. Mais en gros, il explique que chaque génération adapte ses exigences en fonction de ce qu'elle a connu, notamment dans son enfance. Donc lui, il avait beaucoup travaillé avec d'autres chercheurs et il s'est aperçu que bah, les plus anciens, eux, leur référence, c'était un milieu marin dans lequel il y avait beaucoup de poissons. Et puis les plus jeunes, bah, pour eux, c'était normal en fait qu'il y en ait assez peu. Donc eux, ils n'avaient pas forcément un objectif aussi ambitieux que pouvaient l'avoir les anciens. Alors bien sûr, il y a le problème de la mémoire qui n'est pas toujours fiable, il y a tout un tas de soucis, mais au travers d'un certain nombre de choses, on arrive parfois à mettre le droit dessus.
Voilà, un petit exemple avec la moule perlière qu'on a retrouvé nous sur le Mont Blanc en Corrèze. Nous, il y a un secteur, on a retrouvé 30 moules. Déjà, on était vraiment contents parce qu'on s'était dit, voilà, on a une espèce qui est exigeante vis-à-vis de la qualité de milieu, elle est encore présente. Et on a croisé une dame qui habitait dans un moulin et qui me disait, quand j'étais petite, moi, j'avais pas l'eau courante. On allait se laver dans la rivière juste là au virage. Et elle disait, des moules, il y en avait tellement que ça nous coupait les pieds, on était obligé de les enlever pour pouvoir rentrer dans l'eau. Ce genre d'éléments, en fait, ça montre que pour elle, quand on a 30 moules, c'était rien du tout, quoi. Alors que finalement, pour nous, dans notre référentiel à nous de jeunes hydrobiologistes fougueux, c'était vraiment un élément déjà très positif. Et donc, ces références glissantes, c'est une étape vers l'acceptation. Hein. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que, si on prend le cas du saumon, hein, il est très emblématique. En 1935, inauguration du barrage de Marège, c'est le premier barrage sur la haute vallée de la Dordogne. Et vous voyez, ça c'est le menu, inauguration, hein, saumon de la Dordogne. Donc voilà, pour eux, ce qui était valorisable, c'était de faire un plat local. Et donc un plat local, c'est on fait du saumon, quoi. C'était normal, en fait, il suffisait d'aller dans la rivière pour en trouver. Donc c'était dans les mœurs. Et puis en fait, on ne savait pas que finalement, quelque part, c'était cet ouvrage qui serait le premier sur la Haute-Vallée à faire disparaître l'espèce. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'un siècle plus tard, il y a eu 100 témoignages qui ont été recherchés sur la vallée de la Dordogne. Et sur les 100 témoignages, il n'y en a aucun qui parle du saumon, parce qu'il a disparu des mémoires, et donc il a disparu des préoccupations. Maintenant, il n'y a plus personne qui vous dit qu'il va faire revenir du saumon sur la Haute-Vallée. Et s'il y en a qui ont vu le film Algues vertes, je trouve que c'est assez intéressant parce que dans le film, alors même si c'est joué, c'est des acteurs, etc., on voit qu'il y a une partie des gens qui se mobilisent, sont ceux qui regrettent en fait le territoire de leur enfance. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis, il y en a certains, hein, c'est dit à un moment, ils partent pour des raisons professionnelles et quand ils reviennent, les plages où ils pouvaient se baigner, où ils pouvaient aller à la pêche sont plus celles d'antan. Et donc c'est ça qui fait qu'eux se mobilisent. Et finalement, le phénomène des références glissantes, c'est quoi? C'est que les espèces, elles disparaissent des rivières, ensuite elles disparaissent des mémoires, et puis après, une fois qu'elles ont disparu des mémoires, elles disparaissent des préoccupations. Ça veut dire aussi que le syndrome des références glissantes, c'est un puissant moteur d'acceptation de la dégradation environnementale. C'est inconscient, hein, parce qu'on ne le voit pas, mais c'est un élément qui est important. Et l'autre conséquence qu'on en tire, en tout cas, c'est aussi de se dire que les personnes qui se mobilisent sont celles qui ont conscience d'une perte. Moi, mes enfants n'ont jamais vu d'écrevisses à pattes blanches. Et donc, du coup, je pense que si un jour j'essaie de les mobiliser pour leur dire on va sauver l'espèce, ça va être difficile parce que personne n'a envie de sauver une espèce qu'il n'a jamais vue, qu'il ne connaît pas, quoi. Autre élément qui va concerner cette banalisation des cours d'eau, hein, dans les causes qu'on a identifiées, c'est une baisse des exigences. Alors là, j'ai pris le cas des nitrates. C'est d'une criante actualité, hein, c'était pas forcément voulu au départ, mais ce qui est intéressant, c'est que on a vu un premier inventaire national de la pollution, c'était en 71. En 70, Nisbet et Verneau, ils étaient très peu nombreux à l'époque à s'intéresser à la qualité des rivières, et donc ils avaient défini une première grille de qualité pour un certain nombre de paramètres. Alors voilà, celui des nitrates est très, très parlant, mais si on prend l'ammonium, si on prend le phosphore, on a exactement les mêmes tendances. Le seuil du très bon état, c'était 1 mg par litre, hein, en 70. Puis dans le sec eau, on est passé à 2, et dans la DCE, maintenant, on est passé à 10. Si on prend le cas de l'état situation normale, à l'époque, il était à 3, puis après, il est passé à 10. Vous voyez que la situation, entre guillemets, bonne, elle est devenue maintenant aujourd'hui très bonne. Et puis, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'à l'époque, le seuil de bon état, aujourd'hui, le seuil de bon état est à 50, pardon. Alors qu'on voit que quand on regarde le seuil de mauvais état, finalement, Nisbet et Verneau l'avaient considéré à 15. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas rencontré de rivière où il y avait plus de 15, ou très peu, et c'était les rivières les plus polluées. Donc ça veut dire qu'à l'époque, dans leur référentiel, 15 c'était déjà énorme. Et puis en fait, on voit que dans la DCE, on est passé à 50. Et de ces 50-là, du seuil de mauvaise qualité, c'est devenu seuil de bonne qualité. Donc on a abaissé nos exigences. Et pourquoi on a abaissé nos exigences, hein, au départ? Donc là, c'est les travaux de Gabriel Boulot qui sont extrêmement éclairants sur ça. Elle a exhumé un certain nombre d'éléments et on retrouve, hein, ces circulaire du 29 juillet 1971, relative à la préparation des décrets d'objectifs de qualité des eaux, donc les premières grilles. C'est dit assez clairement la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de mener au cours des prochaines années une politique d'industrialisation intense,
et en même temps qu'une action déterminée de protection de l'environnement va poser des problèmes chaque jour plus difficiles de conciliation entre les différentes exigences de santé de l'agriculture et des loisirs. Donc ça, c'était 1971. Vous voyez que 50 ans plus tard, on retrouve exactement ce qui était prévu. C'est assez intéressant, la lucidité qui pouvait exister dans les éléments du journal officiel. Et donc, il y avait à l'époque 3 seuils de qualité. Qualité 1, les eaux possédant les propriétés requises pour la vie et la reproduction des poissons, normalement présents dans la zone écologique concernée, ainsi que la production d'eau potable liée à la mutation humaine, au traitement normal, etc. Et donc, dans cette qualité 1, il y avait deux sous-catégories qui étaient identifiées, un A et un B. Un A étant une qualité qui permettait en fait aux espèces de poissons de se reproduire normalement, et notamment les salmonidés. Et un B était permettre la reproduction des cyprinidés à l'époque. Et donc ça faisait quoi? C'est qu'en Corrèze, par exemple, on a beaucoup de cours d'eau qui, dans le schéma directeur de la vocation piscicole des années 80, étaient classés en 1A, donc avec comme objectif, finalement, de ce qui correspond plus ou moins actuellement au très bon état. On avait des têtes de bassin qui étaient, entre guillemets, un peu plus préservées, parce qu'on avait un objectif ambitieux. La suppression de cette distinction, en fait, met en danger les têtes de bassin. Pourquoi? Parce que dans la DCE, on est passé sur un truc où, à l'époque des critères de 71, on se retrouverait aujourd'hui dans une qualité qui serait 2, voire 3 par certains endroits. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, ces histoires sur l'histoire des grilles de qualité, à voir toutes les publics de Gabriel Boulot, qui sont totalement passionnantes. Sébastien, je te coupe une demi-seconde juste pour te dire qu'il te reste un quart d'heure. Voilà. Ok, eh ben, je pense qu'on devrait y arriver. Merci. Donc ça fait qu'on a 94% des rivières qui sont en bon état sans la DCE en Bretagne, par exemple, donc moins de 50 mg par litre. Alors que vous voyez, quand on prend les seuils de 2003, ne serait-ce que du sec eau, le pourcentage de rivières en bon état est de 1%. Donc là, du coup, on est quand même sur un glissement des niveaux d'exigence qui est relativement important. Donc je passe rapidement sur ça, mais on retrouve la même chose sur les autres indicateurs que sont les poissons. Si on prend les écarts entre les indices DCE, la biotypologie et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les objectifs de l'IPR, vous voyez que la creuse en amont de Buisson, ramenée dans la biotypologie, on a ça, et c'est une masse d'eau en bon état. Vous voyez que le thorion et la rigole du Diable, on a une IPR de 8,6. Bon, là, c'est bon. Alors que la réalité, de ce que je vois moi, c'est ça. Et du coup, il nous manque une espèce. Il y a 2 espèces qui ne devraient pas être là. Les espèces qui sont présentes, elles sont en large sous-représentation. On a quand même un certain nombre de soucis. Donc à cet état écologique défini pour l'ensemble du masse d'eau sont associées des possibilités d'action de financement. On a un certain nombre d'endroits. C'est le cas par exemple sur le bassin de la Loire, où on se retrouve avec une absence de financement pour toutes les masses d'eau qui sont en bon état, alors que parfois le bon état c'est ça. Et donc du coup ça pose un certain nombre de difficultés, c'est qu'on voit les cours d'eau se dégrader et les possibilités d'action, d'agir, elles sont très faibles. Bon, on a la même chose avec les invertébrés. Voilà, Vindimian avait travaillé sur la loue. Il nous rappelait que la loue, mais j'ai mis ça parce que c'est valable pour toutes les rivières, ne peuvent pas se satisfaire d'une couleur verte ou bleue. Il faut viser un objectif de 20 sur 20. C'était l'objectif de ce qu'avait fait Verneau. C'était la référence. Et donc, avec l'avènement de l'I2M2, on est passé sur un glissement des exigences. Vous prenez le Vianon, qui est une petite rivière près d'ici, qui est un sous-affluent de la Dordogne. La situation actuelle, ramenée à 1 note sur 20 et à peu près 12 sur 20, l'objectif du bon état, il est à 9,9. Donc, vu qu'on ne recherche pas ça, on ne va pas l'obtenir, ça c'est sûr. Et probablement, si on se pose la question de savoir comment va évoluer la rivière, il y a des chances qu'elle suive cette trajectoire-là plutôt que celle-ci, puisque cet objectif-là, il n'est pas recherché. Donc, cette baisse d'exigence a un mérite d'être interrogée dans ce qu'elle produit, parce que forcément, on retrouve ça sur d'autres domaines, c'est ce que dit Jean-Paul Brigelli sur l'école. Voilà, la vraie baisse du niveau procède de la baisse des exigences. À un moment donné, si on abaisse sans cesse nos exigences, finalement, on va finir par arriver à les atteindre. À ça s'associe un autre truc, c'est l'objectif unique. Vous voyez, j'ai mis tous ces cours d'eau, le Thorion au Pont de Sénoué, la Guisane à Briançon, la Sorgue à l'Issue-sur-la-Sorgue, la Bléone à Digne-des-Bains, la Meuse à Ypres-sur-Meuse, le ruisseau de Chamallow en Corrèze. Tous ces objectifs, ils ont peu ou prou à peu près tous les mêmes objectifs en matière d'exigences environnementales et d'objectifs de qualité. Donc ça, forcément, ça veut dire qu'un cours d'eau comme celui-ci, on pourra l'amener probablement à se dégrader suffisamment pour qu'il y ait une bonne uniformité des objectifs qui soient atteints. Par contre, celui-ci, on n'arrivera jamais à le tenir et à le remonter jusqu'à ce niveau de qualité-là qu'il faudrait avoir pour que le milieu fonctionne bien. Donc ça, c'est ce que disait Einstein, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide.
Donc voilà, si par mesure d'égalité, on passe tous le même examen, il y en a qui seront avantagés, c'est pareil avec les rivières. Je vais passer sur ça, mais voilà, je revenais un petit coup sur les nitrates, hein. Vous voyez que l'évolution globale, hein, des nitrates, elle est quand même pas à la baisse dans l'ensemble, hein, mais comme on vise là notre objectif, forcément, à un moment donné, on finira par l'atteindre. Et ça, c'est ce que dit mon père quand il m'a appris à faire de la moto, hein. La moto, elle ira toujours là où tu regardes. Et donc forcément, à un moment donné, vu qu'on regarde ici, on finira par y arriver. Vous voyez, ça c'est pour Adour-Garonne, les tendances, on voit que les tendances des nitrates, globalement, elles sont pas à la baisse. Je vais passer assez vite sur l'inflation normative, mais en gros, on voit que la question dépasse largement la France, mais il y a beaucoup d'inflation de normes. Et cette prescriptophrenie, hein, comme l'appelle Kojak, produit une incapacité à penser en dehors des normes, qui sont appliquées, même quand leur mise en œuvre ne permet pas de répondre à un objectif. Une fois, on m'a demandé de réaliser un ébigène sur un étang, par exemple. Alors, quand j'ai dit c'est pas possible, on m'a dit non, c'est pas que c'est pas possible, c'est que vous ne savez pas faire. Parfois, sur des pêches d'inventaire, quand on fait des formations, on s'aperçoit que des gens nous disent: «Mais pourquoi est-ce que vous faites 2 passages?» Finalement, les gens appliquent, parce que, c'est dans le quotidien. On prend pas le temps souvent et on n'a pas le temps de prendre le temps de prendre du recul, et de se dire: «Bah, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Comment on pourrait faire?» Et donc, on se retrouve avec des situations où finalement on en revient à appliquer des normes parce que c'est le plus courant, c'est le plus pratique, mais c'est peut-être pas toujours le plus pertinent, hein, parce qu'on a une tendance à avoir de plus en plus de normes avec des objectifs moins importants, hein, comme on disait tout à l'heure, mais qui nous font perdre de vue le pourquoi. Plus de place à la contextualisation, ou même à la question de la compétence. Moi, j'ai retrouvé ça, c'est un exemple, poissons et crustacés des cours d'eau de Nouvelle-Calédonie. On voit qu'ici, les inventaires possèdent certains objectifs communs, mais dans l'ensemble, il vaut mieux essayer d'uniformiser les pratiques, même si certaines pratiques sont issues d'habitudes ou de l'expérience de chaque opérateur. Ces pratiques sont susceptibles de générer des biais, même si il est écrit que ces pratiques, elles sont parfois justifiées, en fait, ces différences. Donc, en fait, on essaie d'uniformiser aussi nos façons de travailler, ce qui est très bien pour produire des bases de données, mais ne permet pas de répondre à toutes les questions qui se posent parfois à un niveau local. Et en fait, à un moment donné, la question de la compétence, qui revient aussi à contextualiser l'information qu'on a, bah, elle se pose en fait si notre but c'est seulement de suivre des normes. Et ça, c'est ce que dit François Dupuis, hein, un spécialiste des organisations, sociologue des organisations. Le process, c'est la tentative de ne laisser aucune liberté à l'intelligence de l'acteur. Je vais enfermer votre comportement dans des normes à ce point précises que ce que vous ferez ne sera jamais soumis à l'aléa de votre propre intelligence. Donc là, après, on peut aller partout sur la standardisation, hein. Et voilà, il y a une norme AFNOR qui existe pour la biodiversité, hein. Voilà, ça pose quand même beaucoup de questions, ça, sur qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, finalement, et jusqu'où on veut aller, hein. Vouloir tout normaliser, est-ce que c'est un aveuglement face à la rationalité des choses ou un manque d'humilité, hein, comme le disent Descartes, voilà. Est-ce qu'on veut se rendre maître et possesseur de la nature ou est-ce qu'à un moment donné, on veut essayer de prendre du recul? Donc là, dans toutes ces causes multiples, on voit que finalement, ces causes multiples, avec l'affaiblissement des objectifs, finalement, elles conduisent à avoir des trajectoires qui convergent en fait finalement vers un état des lieux qui est commun. Donc un objectif unique, réduction des exigences, surnormalisation, tout ça, ça produit de la banalisation finalement. On supprime les spécificités, on laisse les cours d'eau très bons se dégrader, enfin on les laisse. C'est pas une volonté consciente des gens de les laisser se dégrader, hein, mais c'est parfois une impossibilité. En produisant de la pensée aussi, on produit de la médiocrité, hein, finalement c'est ça. Et puis dernier point que je veux aborder, je vais essayer de passer vite, il me reste juste 5 minutes, ça devrait suffire. C'est notre façon de considérer la nature, hein, finalement. Dès qu'on aborde la question de la biodiversité, très souvent ce qu'on voit c'est ça. Un petit panda tout mignon. Et en fait, les petits pandas tout mignons, même nous, hein, dans la montagne, localement, quand il y a des articles qui sont réalisés sur la question de la biodiversité, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des lions, c'est des éléphants, c'est des rhinocéros. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ces espèces qu'il faut aussi protéger, mais n'empêche que quand on a un tiers des espèces qui sont menacées chez nous et que la plupart des gens ne le connaissent pas, finalement, ça pose la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. Voilà. Et donc ça, c'est ce que dit Monsieur Gouillon du Muséum, hein, finalement, si préserver la biodiversité, c'est faire une collection d'espèces, finalement, on va produire ce qui a été fait en Norvège, hein, c'est l'arche de Noé végétale, où on enferme des semences, mais on les met dans la glace, et ça, c'est pas forcément quelque chose de vivant. La concentration des efforts et l'attention à certaines espèces conduit à une collection d'espèces. Voilà, un cadre qui est aussi parfait qu'il est immuable.
Et c'est ce que dit Gilles Boeuf, hein, qui est un ancien président du muséum, c'est que les espèces remarquables ne sont en réalité que des espèces qui ont été remarquées. Voilà. Donc là, il y a des publications scientifiques hein, qui le montrent aussi. Les espèces moches sont les moins protégées en fait, hein, parce que voilà, finalement, les espèces les plus étudiées sont souvent celles qui avec lesquelles on retrouve en fait finalement une compassion, une empathie. Hein, notre rapport à la nature est lié à un lien émotionnel de proximité avec l'humain. On voit que notre empathie, elle est d'autant plus forte que les espèces, en gros, elles nous ressemblent. Et très souvent, on a très peu d'empathie pour une méduse, par exemple, qui est un peu plus éloignée de nous de l'évolution. Donc la gestion de la nature, elle est aussi axée sur la préservation d'espèces protégées, souvent des espèces emblématiques, des espèces patrimoniales, des espèces parapluies. Et de là découlent des biais dans l'étude des espèces. Quand on regarde, ça c'est aussi un travail de trou des halles hein, dans Nature. Les espèces d'oiseaux, finalement, sont beaucoup étudiées dans le monde scientifique, beaucoup plus, entre guillemets, que leur représentation réelle en matière de nombre d'espèces. Bon, les poissons, on n'est pas trop mal aussi, mais vous voyez que les insectes, les arachnides, les gastropodes, eux, en fait, ils souffrent d'un gros déficit de recherche actuellement, parce que ces espèces-là, finalement, elles sont peut-être un peu moins cool. Et si on regarde la liste des insectes protégés en France, qui date de 2007, hein, donc c'est pas il y a un siècle non plus, on voit que dans cette liste des espèces protégées, il y a des coléoptères, il y a des lépidoptères et des zoodonates, quelques orthoptères, mais il n'y a pas d'éphémères, il n'y a pas de plécoptères, il n'y a pas de trichots, il n'y a pas toutes ces autres espèces finalement qui sont moins étudiées parce que peut-être elles sont aussi souvent considérées comme moins belles par le monde naturaliste. Donc tout ça, ça crée une hiérarchie des espèces qui font que certaines méritent notre attention et d'autres non. Donc, c'est ce que dit Jean-Claude Génaud hein, dans un ouvrage dont je vous conseille la lecture. Hein, il parle de patrimonomania, la concentration en fait sur un certain nombre d'espèces qui font que certaines méritent d'être protégées et pas d'autres. Donc tout ça, ça produit des SIEM, hein, les sites d'intérêt écologique majeur, les SCAP, les réserves naturelles. Pour celles qui sont ordinaires, elles n'ont pas droit à tout ça en fait. Tout ce qui est rare est cher, mais n'est-ce pas une impasse hein finalement, à force de miser tout sur la rareté, qu'est-ce que ça produit? Le risque que ça produit, c'est qu'à un moment donné, on va s'intéresser qu'aux espèces, si on s'intéresse qu'aux espèces rares, ou menacées, finalement, on va les laisser se dégrader jusqu'à ce qu'elles deviennent rares et là où on retrouvera des financements, on retrouvera un intérêt pour ces espèces. Ça pose la question quand même, tout ça de comment on gère, les aspects de préservation et de protection de la nature. Quelle mobilisation des adultes de demain pour les espèces qu'ils côtoient, qu'ils n'ont jamais vues. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, mes enfants n'ont jamais vu d'écrevisses à pattes blanches. L'année dernière, ils ont fait une présentation, en début d'année, pardon, une présentation, oui, l'année dernière, orale sur l'écologie. Voilà les espèces qui ont été choisies, le panda roux, la loutre, le renard polaire, certains le maïs, parce qu'on est dans un monde relativement rural, et puis la panthère des neiges, mais en fait, il n'y en a pas un qui a choisi les vers de terre, il n'y en a pas un qui a choisi le chabot, il n'y en a pas un qui a choisi, ou même le goujon, ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que leur représentation du monde et ce qu'est l'écologie et la biodiversité, c'est seulement ces espèces, entre guillemets, bankable. Bon, je passe rapidement sur les autres aspects, il y avait quelques idées, je vais arriver directement à la conclusion, comme ça on n'est pas trop mal. Ce qu'on voit, c'est que la banalisation, c'est un double mouvement de convergence, de dégradation, de restauration des milieux, dans lequel les milieux médiocres moyens deviennent majoritaires. C'est un processus lent d'érosion des espèces les plus sensibles aux altérations, qui joue sur l'abondance, la structure, puis l'aire de répartition. Cette lenteur rend le phénomène un peu indicible, voilà. Hors de notre conscience quotidienne en tout cas. Et ça conduit à une uniformisation, qui, pour nous, n'épargne pas le Limousin, et semble même concerner l'ensemble des taxons de la société. Hein. C'est ce que dit Alain Supiot. La globalisation pousse à l'uniformisation des peuples et des cultures. Ce processus est induit par la dégradation des milieux, mais il est structuré par des politiques de gestion qui donnent un objectif unique pour tous les milieux, surnormé et produit de l'impensé. C'est dans l'impensé que s'inscrit le mal de la banalité des milieux, hein, celui des cours d'eau ordinaires, sans spécificité, répondant aux mêmes contraintes et aux mêmes objectifs. C'est un phénomène qui est renforcé par celui des références P5, qui conduit à une acceptation progressive des niveaux de pollution et qui pose la question des références à poursuivre. Hein. C'est ce que disait déjà Verneau en 1980. Quand de tels référentiels font défaut, on observe une officialisation des dégradations affectant les milieux. 15 ans avant Poli, il avait déjà évoqué un petit peu le phénomène. Et je finirai sur ça. Un petit mot de sagesse de Bernard Charbonneau, hein, Le système ou le chaos, 1973. Si la science et la technique, à force de recherche, de police et de milliards, arrivent à fabriquer des plages sans mazout et des rivières limpides, elle n'aurait jamais fabriqué que ce qui existait au départ. Et ça, à mon avis, c'est une belle leçon d'humilité qu'il nous faut apprendre ou parfois réapprendre dans notre quotidien. Et je m'arrêterai sur ça, je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce riche retour d'expérience.
ces belles illustrations et ces belles références, pas qu'au Merci. milieu des rivières, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc, on n'a pas de questions pour l'instant par écrit. Donc, je vous invite par contre à les poser, à prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis de profiter de la présence de Sébastien qui est là pour répondre à vos questions. Oui, bah, je veux bien me lancer, si vous m'entendez. Donc, Stéphane Guérin de la CNR. Alors, c'est drôle, j'étais la promotion juste avant toi, Sébastien, D'accord. à QTE à Besançon. Ok. Mais je ferme cette parenthèse. Non, juste, je m'interroge sur une de tes conclusions. En fait, voilà, moi, aujourd'hui, je travaille sur la restauration écologique du Rhône. J'ai longtemps fait de la restauration écologique de rivières urbaines avant, dans les syndicats de rivières. Et finalement, je me pose la question de la référence en matière de restauration. Enfin, c'est l'éternel sujet. Mais j'ai pas trop compris dans une de tes conclusions, tu synthétises sur la notion de restauration. Je voulais que tu reviennes dessus parce que je suis pas sûr d'avoir compris le lien entre tes syndromes de référence glissante et aujourd'hui, quelles questions selon toi on doit se poser quand on fixe un objectif de restauration écologique, sachant que on a connu les ères euh, biologiques centrées, c'est-à-dire qu'on visait de l'espèce. Ensuite, la DCE est arrivée et on est beaucoup, et en tout cas moi c'est aujourd'hui mon travail, on est beaucoup sur de la morphologie parce que on est sur des cours d'eau qui ont été physiquement très, 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 très aménagés. Et du coup, voilà, je sais pas, dans cette approche-là, la banalisation, elle est aussi liée évidemment à l'uniformisation des habitats. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais, enfin, je sais pas, c'est une question très ouverte, hein, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je voulais un peu t'entendre là-dessus. C'est-à-dire que comment partir d'un référentiel où on va pas aujourd'hui, quand on fixe un objectif de restauration, finalement, on se fixe pas le retour de telle espèce. D'ailleurs, tu l'as dit, ça a plus trop de Mm. sens parce qu'on n'a pas la référence, parce que effectivement, moi, je déplore aussi que mes rivières d'enfance, je pêche plus rien dedans. Bah, oui, très bien. Mais une fois qu'on dit ça, c'est quoi la solution? De quoi il faut repartir, quoi. Il y a le sujet qualité des eaux. On a longtemps travaillé dessus dans les années 80, 90. Et puis maintenant, on a été beaucoup sur la morpho. Et ça pose effectivement. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant l'approche que tu proposes. Mais du coup, on en fait quoi? Au secours. Eh ben ça, c'est le souci, c'est que je ne sais pas s'il peut exister des solutions globales. Après, euh, moi, je pense que quand même le cadre. En fait, la difficulté des références, c'est quoi? C'est que si on prend du coup voilà, quelque chose qui va te parler, si on prend l'aspect biotypologie et les références de Verneau de 73, on sait que probablement c'était bien, et puis on voit qu'on ne les atteint pas toujours, mais que de temps en temps on les atteint, donc ça veut dire que ces références-là ne me paraissent pas déconnantes. Mais par contre, on sait qu'en 73, il y avait déjà des problèmes de qualité. On sait que, par exemple, si on prend le Doubs, il y avait des papeteries, ça ne marchait pas toujours très bien, il y avait un certain nombre de soucis qui font qu'il va toujours y avoir des gens qui vont nous dire oui, mais c'est mieux avant. Ou peut-être que la référence, vous la cherchez. Ah, On a perdu Sébastien. on a perdu Sébastien. Il va revenir. J'espère juste qu'il s'en est aperçu. Ouais, ça y est, il doit revenir là. Je vais accepter. Est-ce que tu es parmi nous, Sébastien? Tu as juste ton son qui est coupé. Ah oui, non, c'est bon. Voilà, super. Et ta caméra qui fonctionne plus, mais c'est pas très grave. Ok. Bon, excusez-moi, tout s'est fermé d'un coup. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Oui, voilà. Après, les références, il n'y a pas très longtemps, on avait fait un travail justement avec des collègues localement de leur dire pour vous, c'est quoi l'âge d'or de la pêche? On avait posé la question comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que tous les gens qui étaient nés dans les années 50 nous disaient l'âge d'or de la pêche, c'était dans les années 60. Tous ceux qui étaient nés dans les années 60 nous disaient que c'était dans les années 70. Et réciproquement, on avait à chaque fois un décalage d'une dizaine d'années qui fait que la référence, elle est toujours à chercher ailleurs. Et donc ça pose quand même une question sur laquelle je n'ai pas la réponse en fait.
plus ça va et plus on se pose des questions par rapport à ces questions de référence, parce que on a aussi le phénomène que tout ça est en train de bouger. On voit avec le réchauffement climatique, on voit qu'il y a des cours d'eau qui sont en train de bouger pas mal en termes de quantité d'eau et en termes de température. Et donc, face à ça, est-ce qu'on doit définir une référence stable dans un milieu qui est sans cesse en train de bouger? Ça, j'ai pas la réponse à cette question, d'autant plus que très souvent, ceux qui répondent non à cette question-là, c'est ceux qui ont un intérêt en fait dans la dégradation des milieux. Donc du coup, on voit que si l'idée c'est de se dire on peut rien faire parce que les références sont en train de bouger en permanence, ceux que ça avantage en fait, c'est ceux qui contribuent à la dégradation des rivières. Donc du coup, j'ai pas forcément de réponse à apporter précisément à ça, mais je pense que en tout cas 2 éléments qui me paraissent importants. C'est l'aspect voilà, d'identification des problématiques quand elles se posent à un endroit donné. Sur tel cours d'eau, on a tel problème, eh ben, on essaie de le régler. Et puis en se disant qu'on va essayer de rendre les milieux plus résilients. Hein. C'est à ça que je pense sert la question de la continuité, ou servent aussi les questions de restauration des zones humides, d'amélioration de la qualité des eaux. Et puis après, l'autre idée, c'est de se dire, on essaie de se fixer des objectifs un peu ambitieux. Parce que si on se contente de suivre les objectifs de la DCE, on n'arrêtera pas, en tout cas, la dégradation des cours d'eau qui sont encore en bon état. Et j'espère avoir à peu près répondu à la question. Non, mais après, je laisserai les autres s'exprimer, mais effectivement, je voulais aussi en venir là-dessus, c'est-à-dire que pour avoir effectivement côtoyé Verneau et ses premiers travaux, je pense que quand il faisait son premier labo itinérant, il y a eu beaucoup de progrès malgré tout, à mon avis, sur les pollutions, notamment sur le pollution industrielle. Je Oui, pense que la qualité des eaux, puis quand on travaille globalement sur les nuisances et pollutions, on se rend compte que les pratiques, heureusement, ont évolué. Alors, elles ont évolué, mais la production a aussi évolué. Donc, bon, la bien malin, celui capable de dire au final l'âge du capitaine, c'était mieux avant ou pas, je ne sais pas en termes strictement de qualité, mais en tout cas, il y a une autre considération, à mon avis, sur les rejets polluants. Mais le défi, c'est le changement. Et effectivement, on a le sentiment, dans tous les glissements typologiques que tu évoquais, que la thermie et, et, et bon, et l'hydrologie, mais là pour l'instant la thermie, elle est effectivement très 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 prépondérante sur ces glissements typologiques, quoi. oui, Donc sur le sujet de restauration, puis là on n'a pas la main, quoi. bien sûr. Donc il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. Voilà, c'est juste. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'en Limousin, on a aussi cette spécificité que, par exemple, en Corrèze, on a en gros 5000 étangs, 5000 km de rivière. Donc on est partout dans une espèce de laboratoire expérimental du réchauffement climatique, hein, d'une certaine manière. Parce qu'entre ça et les grandes retenues, hein, où on a je pense plusieurs centaines de kilomètres de TCC, du coup on a des endroits où l'eau se réchauffe et d'autres endroits où l'eau se refroidit. Donc on est tout le temps dans une espèce de... on a du mal à trouver une référence thermique en fait indemne, entre guillemets. C'est difficile. Merci, Euh, Stéphane, ta question. Je laisse la parole du coup à Élise, du coup, oui. oui, bonjour, Élise Bonjour. Télémac, Fédération de pêche de l'Ardèche. Moi, j'ai aussi fait le DESSQT-BV, entre parenthèses. Ok. Euh, Moi, je voulais savoir par rapport à la classification des cours d'eau, dans la classification piscicole, si du coup, vous avez en fait, parce qu'on constate nous aussi, hein, ces évolutions de peuplement piscicole, le décalage et la remontée des peuplements cyprinicoles dans les cours d'eau. Et du coup, est-ce que vous avez adapté les catégories piscicoles en fonction des observations actuelles, c'est-à-dire décaler les catégories, ou conserver celles qui étaient historiques, entre guillemets, parce que effectivement, les objectifs recherchés pour retrouver ces peuplements sont peut-être plus ambitieux que si on glisse dans les catégories. Alors du coup, ça, ce serait peut-être plus Stéphane, mon collègue de la Fédé, qui pourrait répondre à cette question. Mais pour l'instant, en Corrèze, ça s'est pas fait de modifier les catégories par rapport à des perturbations existantes. Même si parfois la question se pose, parce que d'un côté, se dire si on accepte ça, finalement, on rentre
les références glissantes, en fait. On accepte que le milieu se dégrade et on se fixe un nouvel objectif. Mais d'un autre côté, se définir un objectif qui est totalement inatteignable, est-ce que ça a un sens? Et qui ne reflète pas la réalité, parce que même en Exactement. termes de thermie, Tout à fait. on bouge beaucoup. Et... Oui, tout à fait. Après, comme nous, c'est vrai que la thermie, comme je disais, elle est beaucoup influencée par la présence de nombreux plans d'eau. Du coup, aussi se maintenir l'objectif actuel, c'est aussi se donner l'opportunité en fait d'agir sur la restauration, notamment de la thermie au travers, voilà, parfois de l'équipement, parfois de l'effacement. Et de retrouver, on voit que ça a été fait, Stéphane en parlerait beaucoup mieux que moi, mais sur la haute-vallée de la Vienne, on avait un grand plan d'eau qui posait des problèmes de continuité et des problèmes de thermie, et depuis qu'il a été supprimé, on voit une recolonisation des espèces, et on est sur un cours d'eau qui est assez référentiel en fait sur la partie amont, et donc là on a un gain qui est énorme, quoi. Mais après on peut pas faire ça partout. du coup ça se pose la question effectivement sur d'autres territoires, comment faire. Là, malheureusement, en fait, je viens avec des réflexions, mais j'ai pas forcément des solutions magiques à apporter. En tout cas, si elles existaient, je pense qu'il y a plein de gens intelligents qui les auraient déjà trouvées. mais en tout cas, c'est toujours intéressant de débattre sur tout ça. Ouais. Merci. Merci, Élise. Ta question, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Aurélien. Ouais. Du coup, bonjour à tous. Aurélien Matvon, donc technicien rivière dans le Puy-de-Dôme. Juste, c'était pour déjà dire bravo, comme d'habitude, sur les présentations qui étaient très bonnes. Et ça Merci. reflète vraiment la réalité de ce que nous aussi, on vit un peu du côté Puy-de-Dôme, on va dire. Dans le sens où, effectivement, si on suit strictement la DCE et qu'on suit les demandes de financement seulement sur les paramètres déclassés, il y a pas mal de travaux qui risquent de pas se faire ou autre. Hein. Nous, pour exemple, on a fait plus de 5 km de reméandrage sur un tronçon qui n'était pas déclassé en morphologie. Pour autant, le cours d'eau avait vraiment un format fossé, donc rectiligne. Donc, pour avoir les financements, c'était pas facile, mais on a amené les gens de l'agence de l'eau notamment et les gens de terrain un peu sur le terrain en leur montrant que oui, en effet, en faisant un clic sur la masse d'eau, tout le paramètre morphologie n'est pas déclassé, mais pourtant localement, il y a vraiment des problématiques et d'autant plus impactant quand c'est des tout petits cours d'eau qui se sont transformés en fossés suite au remembrement. Bien sûr. Donc, ça nous a permis de faire des tronçons de plus de 5 km de reméandrage. Donc, ça c'est la réalité de terrain. Je pense que c'est important aussi de pas se décourager par rapport et dû regarder uniquement le classement des CE. C'est sûr qu'il faut savoir amener les gens, je pense, sur le terrain et essayer de faire rentrer dans le concret. Les notes IPR, on est bien d'accord que c'est la même chose. Il manque des espèces, des nouvelles espèces sont apparues. Si on se place strictement au point de vue des chiffres, on fait plus grand-chose. Donc voilà, juste pour dire que je pense qu'il faut quand même rester dans de la réalité, que c'est bien beau tous ces travaux qui sont faits à distance au niveau européen ou autre, mais en un clic et qui mettent la masse d'eau rouge ou verte. Voilà, faut quand même avoir une petite expérience, je pense, et avoir sa fibre et sa sensibilité pour ramener les travaux à la réalité. Et puis après, point de vue poisson, en effet, je crois que les poissons voient pas les barrières des communes, par exemple. Nous, on a pas mal de sociétés de pêche privées qui font chacun leur lâcher, même si on n'est pas d'accord avec ça, et qui disent, nous, on lâche sur notre commune, mais on veut pas que les poissons ils aillent chez les voisins, donc ils en sont à un stade où ils veulent pas détruire les seuils sur les rivières pour pas que les poissons se mélangent. C'est nos poissons. Bon, je leur explique que les poissons, ils voient pas le panneau sortie de commune ou entrée de commune. Il y a des choses à faire comprendre. Donc bon, c'est vraiment de la discussion. Il faut avoir, je pense, vraiment un bon sens, une bonne analyse, comme disait Sébastien. Il faut pas s'arrêter uniquement aux chiffres et au classement qu'on peut voir sur le papier, quoi. C'était juste pour rebondir et affirmer, confirmer ce ressenti et cette chose qui est dite. Après, les poissons se sont mélangés aujourd'hui, c'est évident. Dans nos premières catégories, on a pas mal de cyprinidés, de poissons de deuxième catégorie. Lors de la dernière visio sur ce même sujet, j'avais déjà fait part de ça. Mais évidemment qu'on ne va pas éliminer tous les poissons de seconde catégorie qui sont rentrés dans les premières, sinon
on va devenir vraiment des massacreurs de bestioles, je dirais. Si les poissons sont là et qu'ils s'y tiennent, bah, c'est que le milieu leur correspond, même si nous, les grands scientifiques humains qu'on est, on aimerait bien tout savoir, tout maîtriser et dire, toi, t'es pas à ta place, toi, t'es pas à ta place. Bon, et à un moment, la banalisation, je pense, ça a été bien démontré et partout, et je pense qu'il va falloir qu'on l'accepte aussi. C'est sûr que nos cours d'eau sont modifiés, notre environnement est modifié, et pour cause, hein. Le pire prédateur sur Terre, je crois que c'est nous quand on se regarde en face, hein. Voilà, c'était tout. Ok, merci. Merci Aurélien pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Une dernière question. Là, il est 12h02, donc on a encore on peut prendre encore quelques minutes s'il y a encore une question. Bon, ben, si c'est bon pour tout le monde, on va finir cette visio. Ok, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Après, Ben, s'il y a des gens que ça intéresse, on a fait aussi une petite publication sur le sujet, donc je peux la faire passer aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Ben, du coup, l'idée, effectivement, donc, je vais transmettre donc, le lien de visio très prochainement, ton document de présentation, Sébastien. Et puis, si tu as effectivement des liens à nous transmettre en plus, je ferai passer tout ça. Voilà, Ok. donc, ben, ouais, ce que je voulais quand même prendre un mini temps là pour te remercier très chaleureusement parce que tu nous as fait une super présentation. Merci. Voilà, puis déjà pour ta proposition de base. Donc, grand merci. Ben, grand merci aussi à tous les participants. On espère que cette présentation elle a répondu à vos attentes et qu'elle vous sera utile. Et enfin, on remercie l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Agence de l'eau RMC puisque elles financent cet événement. Voilà, donc on espère vous retrouver là. Vous avez les prochains événements de l'ARA. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur notre site internet et vous inscrire. Et ben voilà, j'espère vous retrouver bientôt lors d'un de ces événements. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci. Merci. Bonne fin de journée.